GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet, bienvenue à ce nouvel épisode de GénérationSoccer.tv. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission bien spéciale avec un reportage exceptionnel produit au château de l'équipe de France à Clairefontaine. C'est dans ce joyau du soccer européen qu'ont logé Thierry Henry et Zinedine Zidane pendant leur séjour avec l'équipe de France. C'est dans ce même lieu que loge la sélection féminine pendant les camps d'entraînement. Débutons dès maintenant avec ce reportage produit par l'équipe de GénérationSoccer.tv. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Nous nous situons dans la région des Yvelines en France, en direction de Clairefontaine, à 58 km au sud de Paris. Notre objectif est de visiter le château mythique de l'équipe de France, qui est situé au Centre national du football. Nous avons été accueillis non par un responsable des communications de la FFF, mais par le directeur général de Clairefontaine lui-même, Éric Latronico. Éric nous a fait l'honneur de s'occuper de nous personnellement tout au long de notre séjour à Clairefontaine. Donc c'est le lieu symbolique d'accueil de l'équipe de France, ce qu'on appelle ici le château, communément, qui est un petit manoir, qui est une ancienne résidence de chasse et qui a été transformée et rénovée à travers les différentes années passées pour pouvoir accueillir l'équipe de France, dans lequel on va retrouver 28 chambres, 10 chambres doubles et 18 chambres simples, ce qui fait une capacité de 38 lits, qui permet d'accueillir l'équipe et une partie du staff technique. Donc le bâtiment est fait de telle manière qu'on a une volée de marche qui permet d'accueillir les joueurs. On va rentrer dans un hall d'accueil et c'est là que se trouvent les différents membres du staff qui accueillent les joueurs avec leur package, donc leurs différents équipements qui leur sont remis. Les joueurs vont ensuite dans leur chambre, qui leur sont attribués et qu'ils conservent tout au long de leur carrière. Une salle de restauration qui permet à travers une table qui a été dimensionnée spécifiquement à l'occasion d'accueillir l'ensemble des joueurs autour de cette même table. On va y retrouver également un espace privilégié pour la détente, pour l'échange entre les différents joueurs. On va y retrouver également une zone de loisirs qu'on va équiper sur demande de baby-foot, tables de ping-pong qui sont très appréciées par les joueurs et qui vont permettre de créer une certaine alchimie, un certain échange entre les sportifs qui est particulièrement apprécié et qui est bien évidemment très important au sein de l'équipe. Ce qui attire l'attention dès qu'on entre dans le château, ce n'est pas seulement la beauté des lieux. Ce sont aussi les murs sur lesquels sont accrochées des dizaines de photos historiques du foot français. Mais le plus unique a été de pouvoir entrer dans ce qui fut la chambre de nul autre que Thierry Henry. Et oui, c'est ici que Titi dormait pendant ses séjours au château. Ce que nous n'aurons pas su, c'est s'il dormait sur le lit de gauche ou le lit de droite. Le château possède aussi un nouveau souterrain ultra moderne que nous pouvons voir de l'extérieur, à l'arrière du bâtiment. Nous avons eu le rare privilège de pouvoir y tourner. On retrouve dans ce bâtiment une partie sportive avec un vestiaire, un sauna et une zone de récupération qui permet d'accueillir les joueurs après les entraînements, dans le cadre de la récupération et dans le cadre des étirements qu'ils souhaitent faire après les efforts réalisés. Quels sont les principaux chantiers en ce moment à Clairefontaine? Nous avons un chantier qui est le chantier principal du centre, qui consiste à la création d'un centre de formation et de conférence. Ce centre de formation et de conférence, ça sera le vaisseau amiral de la Fédération pour l'Euro 2016. Ça sera la vitrine de la Fédération. Les travaux ont débuté en 2013 et doivent impérativement s'achever avant 2016. Nous sommes totalement dans les temps et le bâtiment sera livré en février 2016. La raison d'être de Clairefontaine, c'est bien sûr le développement des joueurs de très haut niveau. Mais pour celui qui gère le site, ce sont les terrains qui sont le plus importants. Nos terrains, c'est notre raison d'être, c'est notre bijou, comme je dis régulièrement, c'est notre trésor et c'est ce qui fait notre réputation. Donc il nous faut des terrains impeccables, il nous faut des terrains du très haut niveau. C'est pour ceci qu'on y apporte une attention toute particulière. Et puis nous sommes en train de mettre en place au niveau sportif un terrain dit renforcé, c'est un terrain mixte entre le synthétique et l'herbe, qui permet une meilleure résistance du terrain. Ce terrain d'une toute nouvelle génération sera équipé d'un système qui lui permettra de garder une température constante parfaite pendant toute l'année.
L'objectif, encore une fois, c'est que le sportif doit se concentrer sur le sportif. Et la logistique, ça c'est notre affaire, c'est notre mission de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions nos sportifs. La France n'a pas peur de rêver et de voir grand pour ses footballeurs, infiniment grand même. Nous avons beaucoup à apprendre de nos cousins lointains et de leur profonde tradition footballistique. Nous sommes dans un vrai pays de foot ici, et les nouvelles du ballon rond s'emballent très vite. Pour terminer notre segment sur une note un peu plus humoristique, nous sommes allés demander à nos cousins de la région ce qu'ils pensent du fait que leur légende Franck Ribéry menace de devenir allemand. Franck Ribéry qui menace ou en tout cas qui voudrait devenir citoyen allemand, voilà. Si vous aviez la chance de lui parler, de lui dire pourquoi il devrait rester citoyen français, qu'est-ce que vous lui direz à Franck Ribéry? C'est pour se foutre de ma gueule, là, ou... Non, du tout, là. C'est pour l'envoyer à Ribéry. Moi, j'aime bien la choucroute, donc je le comprends. Il faut trouver des raisons plausibles. C'est un peu dur, là, à trouver. Reste en France, c'est sympa. Mais non, je m'en fiche, sincèrement. S'il veut rester allemand, il reste allemand. Coucou Ribéry, tu peux partir en Allemagne. Franck, faut rester en France pour des femmes comme moi. Comme mamie. Donc si Franck, tu m'écoutes, eh bien, je pense que tu es un meneur en équipe. Et effectivement, ce serait de continuer cette expérience avec la France. Il a très bien joué. Il a défendu les drapeaux de la France. Il n'y a pas de raison de partir ailleurs. Il faut qu'il reste chez nous. Il n'y a pas l'intérêt. La fierté de la France. Voilà. Et ouais, la fidélité. Et on a besoin de lui pour la suite, pour aider les prochains qui reprendront son flambeau. Et il faut qu'il reste en France pour donner l'exemple. Dans le prochain reportage, nous vous présenterons un tournage exclusif avec l'entraîneur des gardiens but de Chelsea, Christophe Lolichon. Après la pause, l'entraîneur qui domine le foot féminin universitaire au Canada, Eldar Duarte est l'un des entraîneurs universitaires féminins les plus marquants au Québec. Eldar Duarte est l'un des entraîneurs universitaires féminins les plus marquants au Québec. En 2014, il a été le premier entraîneur québécois à avoir remporté le championnat universitaire féminin au Canada. C'est tout un exploit. Karim Benhamer l'a rencontré. On se met en place! Et ça! Il n'y a pas qu'en cette année de mondial que le foot féminin bouge beaucoup au pays. Depuis de nombreuses années, le championnat universitaire canadien progresse très rapidement. Et Eldar Duarte du Rouge et Or en est une figure absolument incontournable. En 2014, le plus ancien entraîneur universitaire de la province a remporté pour la première fois de l'histoire du Québec le championnat universitaire canadien. Et en 2015, 25 victoires d'affilée. Vous avez bien compris, aucune défaite. Nous avons rencontré Eldar Duarte pendant qu'il était récemment de passage à Laval, car l'entraîneur est aussi le copilote du Dynamo de Québec, une équipe semi-pro dans laquelle joue la majorité des filles du Rouge et Or pendant l'été. 25 victoires de suite. C'est quoi le prochain step? Bien, c'est certain que oui, on a 25 victoires de suite avec le championnat canadien. C'est ce qu'on visait. On voulait vraiment gagner le championnat canadien. Notre objectif, c'est de le gagner encore l'année prochaine. C'est certain qu'on est dans une bonne position. On a une équipe qui a du talent. Justement, maintenant, vous êtes l'équipe à abattre. Est-ce que c'est plus difficile à gérer? Oui, c'est sûr qu'à chaque match qu'on va jouer, on sait que les joueuses qui sont en face, l'équipe qui est en face, leur objectif, c'est de nous battre. Puis c'est sûr que c'est match après match, on est toujours les favoris. Puis j'imagine que c'est la rançon de la gloire, comme on dit. C'est le prix à payer pour être champion. Mais pour le moment, ça se passe bien. On va essayer de garder ça le plus longtemps possible. Si, par exemple, tu as une discussion avec un coach qui a coaché des gars toute sa carrière, il veut faire le step pour coacher des filles, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Bien, moi, je dirais, parce qu'au début, j'ai coaché les garçons à Moncton pendant 2 ans. Je suis arrivé à Québec, puis j'ai commencé à coacher des filles, puis je coachais les filles comme des garçons. La première année, la plupart des entraînements, il n'y a pas une fois, je pense, il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas une fille qui a pleuré. Et avec le temps, je me suis ramolli beaucoup, même des fois un peu trop. J'ai passé d'une extrême à l'autre. Là, je pense que je suis pas mal entre les deux. Et ce qu'il faut, c'est vraiment... les filles ont besoin de se faire rassurer, de leur montrer qu'on a confiance en elles. Et les garçons, c'est moins pire. On va leur dire, tu joues pas, c'est fini. Il n'y a pas personne qui va pleurer parce que mon copain ne joue pas. Une fille, tu vas lui dire, tu joues pas, elle va se mettre à pleurer. Son ami, ça va l'affecter parce que son ami est triste. J'ai vécu des choses souvent comme ça, mais c'est ça, il faut s'adapter, il faut expliquer pourquoi. Puis je pense que la communication avec les filles, elle est plus importante, puis elle doit être présente.
Elder Duarte nous dit qu'il n'y a pas que le soccer qui a évolué. Les joueuses aussi. Un exemple très simple, je vais demander de faire tel ou tel exercice dans un entraînement. Il y a 20 ans, les joueurs ne se posaient pas de questions. Là, tu as toujours des joueurs qui vont dire « mais pourquoi on fait ça? » Pas parce qu'ils le mettent en doute, mais qu'ils veulent comprendre pourquoi on le fait pour essayer de le faire mieux. Nous en avons profité pour demander à celui qui n'a pas la langue dans sa poche s'il y a bel et bien de la rivalité entre les entraîneurs universitaires. Bien, moi, dans mon cas, elle n'existe pas. Moi, je peux pas dire que j'ai un coach en particulier que je déteste. Je pense que tout le monde essaie de faire son travail comme il faut. Plus entre les joueuses, je dirais. Nous, à l'Université de Montréal, il y a une grosse rivalité. Des fois, même, on sent qu'il y a des joueuses qui se détestent sur le terrain. Moi, je trouve ça correct parce que moi, je pense que si on a gagné le championnat canadien, c'est grâce à l'Université de Montréal. Parce que l'Université de Montréal puis McGill, dans le temps, l'Université de Montréal a fait en sorte que si on veut les battre, il faut qu'on soit meilleur. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté du sport. On avait une grosse rivalité contre Montréal. On voulait les battre, on travaillait fort. Et c'est bon d'avoir des équipes comme ça dans la Ligue. McGill, ça a été comme ça pendant plusieurs années aussi. Sherbrooke, ça a été comme ça un certain temps. Les équipes universitaires s'améliorent de plus en plus. Et je crois qu'avoir des rivalités comme ça nous pousse à être meilleurs. Moi, je dirais merci à l'Université de Montréal parce que il faut les battre, il faut trouver des solutions. Puis c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réussi à faire. Puis je crois que pour eux, c'est la même chose. Nous entendons souvent dans le milieu du soccer que les fédérations et les réseaux universitaires ne s'entendent pas toujours pour le mieux. Voyons ce qu'en dit Elder Duarte. Je comprends que la fédération veut mettre une ligue à l'année au niveau de la première ligue. C'est comme ça qu'on va avoir la visibilité, qu'on va développer notre soccer. Je pense qu'on peut travailler ensemble et avoir les mêmes objectifs, qui est de développer le soccer québécois. Je ne crois pas qu'on doit s'élever plus haut que le sport. Notre sport, c'est le soccer. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que ce sport-là continue d'avancer. Il faut travailler main dans la main. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est mieux que c'était. Le Rouge et Or féminin a connu beaucoup de succès ces dernières années. Pourtant, Elder Duarte n'en prend pas tout le mérite. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il y a Marie-Pierre Bilodeau qui est ton assistante depuis très longtemps. Parle-nous un peu de ses responsabilités avec le Rouge et Or. Marie-Pierre, elle a un rôle important parce que je la consulte toujours sur les décisions. Elle confirme ce que je dis, elle va me mettre en doute. Moi, comme entraîneur, j'aime avoir un assistant qui va me donner son opinion et non pas qui va me dire toujours oui, toujours d'accord avec moi. C'est une championne, c'est une gagnante, c'est une fille qui travaille fort, qui met beaucoup d'intensité, qui ne veut pas de demi-mesure. Et ça, c'est excellent pour nous autres. Je suis très content de l'avoir avec nous. Puis depuis 3 ans qu'elle est là, on a des bons résultats aussi. Elder, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Elder Duarte, un entraîneur qui en a fait beaucoup pour la Ville de Québec et qui est loin d'avoir fini de gagner. Après la pause, nos joueurs et joueuses les plus prometteurs au Québec. Federico Mugen joue en MASL, une ligue de soccer intérieur professionnelle aux États-Unis. Il a aussi remporté 3 ballons d'or en PLSQ, ici au Québec. Goran Bratic a rencontré celui qui a su se bâtir une carrière de footballeur au Québec et aux États-Unis. Le segment Les joueurs de l'heure vous est présenté par Kinatex Sport Physio. Federico Mugen. Évoluant avec les Griffons d'Outremont, Federico a remporté à 3 reprises le Ballon d'or dans la première ligue de soccer du Québec. Il est également le seul joueur du Québec à évoluer dans la MASL, une ligue de soccer intérieur très populaire aux États-Unis. Donc, je suis en compagnie de Federico Mugen qui joue dans la première ligue de soccer du Québec avec les Griffons d'Outremont, mais également qui évolue dans la Major Arena Soccer League. C'est quoi la principale différence, selon toi, entre le soccer à 11 que tu pratiques ici avec les Griffons et puis le soccer dans la Major Arena Soccer League? C'est la grandeur du terrain. Le soccer intérieur aux États-Unis, c'est bien sûr plus petit. Le terrain, c'est presque le terrain de hockey. Il est joué très vite. Beaucoup plus vite que les soccer à l'extérieur. Tu évolues dans la MASL depuis 2007. Pourquoi avoir décidé de jouer dans cette ligue? J'ai joué ici avec le Montréal Impact, l'Impact de Montréal. Et l'entraîneur m'a invité pour signer un contrat professionnel avec eux, pendant l'hiver. Je ne connaissais pas la ligue. J'ai parlé avec des gens ici à Montréal.
Ils m'ont dit que c'est une bonne ligue, c'était une bonne ligue. Alors, je suis allé la première année en 2007. C'était bon pour moi. J'étais très content d'avoir signé en 2007 et je suis là depuis 2007. Je suis content. Bon dribbleur, Federico apprécie le jeu technique et rapide pratiqué dans la MASL. J'aime que j'ai le ballon à chaque quelques secondes. J'ai le ballon, je peux toucher le ballon, faire des jeux plus vite comme le futsal. J'aime l'ambiance aussi. Il y a beaucoup de spectateurs, environ 3, 4, 5 000 par match. La Ligue a 23 équipes, alors il y a plus d'équipes. Le calibre des jeux, c'est toujours fort. Signé par l'Impact en 2007, son passage à Montréal n'a pourtant duré qu'une seule saison. Pourquoi? Oui, j'avais un contrat de 12 années avec l'Impact de Montréal. Pendant mon première année, j'ai eu une chirurgie. Après ça, je suis allé jouer au soccer intérieur aux États-Unis. Je pense que les gens d'Impact n'étaient pas trop contents que je suis allé jouer au soccer intérieur. Alors, la deuxième saison que je devrais jouer ici, j'ai choisi d'aller jouer au Minnesota. J'ai joué contre l'Impact de Montréal beaucoup de fois, mais c'était bon pour moi aussi, une bonne expérience à Minnesota, une bonne équipe, très professionnelle. Alors, j'étais content avec mon choix. Parfois critiqué pour son jeu individualiste, Federico assure qu'il est un joueur d'équipe. Alors, on connaît tous tes aptitudes techniques. Que dirais-tu aux critiques qui disent que tu es un joueur qui aime garder un peu trop le ballon? Oui, j'aime garder le ballon, pas trop. Je pense que je joue aussi vite, avec une ou deux touches la majorité des fois. Pour les critiques, ils peuvent venir regarder des matchs aux États-Unis pour voir ce qui se passe à ce moment avec mon jeu. Mais je pense que je ne garde pas trop. À 32 ans, pas question de ralentir la cadence. Federico Mogen a des plans ambitieux pour l'avenir. Objectif, continuer à jouer dans la Ligue Major Arena Soccer League aux États-Unis, bien sûr, pendant l'hiver. Je suis en train de signer un autre contrat cette semaine. Continuer de jouer ici dans la première Ligue de soccer de Québec avec Outremont. Je suis très content avec l'équipe. Gagner la Ligue, être les meilleurs buteurs encore une fois. Merci beaucoup, Federico Mogen, et la meilleure des chances pour la prochaine année. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à Génération Soccer TV de m'avoir ici encore une fois pour donner des interviews. Merci. Après la pause, vous apprendrez que manger une pizza avant un match, c'est une bonne idée. Et l'ancien gardien étoile de l'Impact de Montréal, Greg Sutton, nous parle des nouveautés de l'équipementier sportif Umbro. Lorsqu'on parle de nutrition sportive, cela n'implique pas nécessairement des restrictions alimentaires. C'est ce qu'on va voir dans le prochain segment. Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. Stéphane, aujourd'hui, tu vas en surprendre plus d'un parce que tu nous montres qu'il y a moyen d'optimiser nos performances sportives en mangeant de la pizza. Tout est dans le choix des ingrédients qu'on va utiliser. On va avoir une protéine de très haut niveau qui sont les œufs et on va utiliser un fromage à 0 % en matière grasse. Mais reste à voir si ça va avoir bon goût. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Notre pizza minute contient 425 calories, 47 g de glucides et 38 g de protéines. Il est recommandé de la manger au moins 3 heures avant un match. Les ingrédients dont vous aurez besoin sont des œufs, de la sauce tomate, des champignons sauvages, du fromage Allegro faible en gras, de la laitue roquette, des tomates cerises, de l'oignon rouge et un pita. On débute avec la sauce tomate qu'on étend uniformément sur le pain pita, puis on ajoute les légumes. On termine avec le fromage Allegro qu'on place en forme de couronne afin de laisser un trou au centre pour l'œuf. Il ne reste plus qu'à mettre au four à 350 pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit doré ou le blanc d'œuf bien cuit. Et voilà le travail! Tu sais, Stéphane, je m'entraîne beaucoup, puis pour moi, l'alimentation, c'est aussi important que l'entraînement. Et grâce à toi, je sais que je peux me cuisiner une bonne pizza, la manger sans culpabilité. Merci. On va la servir avec un jus de fruits ou une salade de fruits maison, idéal pour optimiser les performances. Merci. Ça fait plaisir. On va aller voir Eve Crépeau qui répond à la question nutrition de la semaine.
Je suis en compagnie de la nutritionniste sportive Ève Crépeau. Ève, en tant que joueur de soccer, est-ce que c'est préférable de se soucier davantage des glucides ou des protéines? Des glucides, absolument. En fait, il faut savoir qu'on recommande un apport quotidien de plus de 50 % sous forme de glucides. Oui, c'est vrai, les protéines sont importantes, notamment pour maintenir la masse musculaire, pour la satiété, toutes sortes de choses comme ça. Mais pour un athlète, les glucides doivent toujours être la priorité, notamment pour optimiser leur performance. Merci, Ève. Ça me fait plaisir. On est à la boutique Passion Soccer de Saint-Léonard et aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec un gardien de but qui a marqué l'histoire du soccer au Québec, Greg Sutton. Greg, bienvenue. Bonjour. Alors Greg, j'aimerais qu'on fasse un retour sur ta carrière de joueur pro. Quelles ont été les années les plus marquantes pour toi? Oui, mon time au Montréal avec l'Impact. Pour ma carrière, c'est important parce que je joue chaque match avec l'Impact. C'est pour un gardien de but, c'est très important. Et quelle année tu as le plus progressé? 2004, c'est une bonne année pour moi. Nous gagnons le championnat et j'ai gagné le MVP pour la Ligue. Mais j'ai une bonne défense cette année. Tu es aussi représentant pour Umbro au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai commencé avec Umbro en 2012. Comme on sait, Umbro appartenait à Nike auparavant, mais a été racheté par une autre compagnie. Oui, maintenant, la nouvelle compagnie Iconics, une grosse compagnie à New York. En parlant de changement, tu nous as apporté beaucoup de nouveaux produits aujourd'hui. Oui, ce modèle UX1 Boot, c'est excellent pour les défenseurs. Après, le Velocity Pro, un autre soulier, c'est très léger. C'est excellent pour les attaqueurs. Et le classique modèle Speciali Pro, c'est le soulier de Umbro over the years. C'est ton préféré? Oui, c'est mon préféré parce que c'est tout cuir. Et Umbro a un partenariat très important cette année. Oui, c'est une grosse année pour Umbro et pour Canada avec les Coupes du monde pour les femmes. Aussi les qualifications pour les Coupes du monde pour les hommes. Greg, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis je te souhaite bonne chance dans tes projets. Merci, mon plaisir. Nous espérons que cet épisode de GSTV vous a plu. C'était Marie-Christine Pinochet. À la prochaine. GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. L'équipe de GénérationSoccer.tv est habillée par Diadora.